Bonjour, merci Antoine. Alors je vais vous parler de l'imagerie des planètes extrasolaires. Donc on ne va plus parler de Big Bang, de formation de l'univers. On va revenir tout près de notre galaxie et tout près du Soleil. Alors d'abord, pourquoi s'intéresser aux planètes extrasolaires ou aux exoplanètes? Ce qui nous intéresse, il y a principalement deux raisons, je dirais. La première est que depuis très longtemps, on cherche à comprendre pourquoi la Terre est ce qu'elle est, le système solaire est ce qu'il est. Et en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est comment on passe de nuages de gaz et de poussière interstellaire, comme on voit ceci imagé par les télescopes spatial Hubble, donc constitués de gaz et de poussière très très petite, de grains de poussière qui font 1/1000e de mètre. Comment on passe de ça à ça, en particulier, c'est-à-dire un système solaire. Là, on voit le système solaire avec le Soleil, donc une boule de gaz avec au centre des réactions thermonucléaires. Les planètes que l'on appelle telluriques, Mercure, là, je ne sais pas si on la voit, Vénus, la Terre, Mars. Alors, je vais souvent parler d'unité astronomique. Une unité astronomique, c'est la distance entre la Terre et le Soleil, donc 150 millions de kilomètres. Les planètes internes du système solaire sont des planètes solides, rocheuses, avec un sol rocheux, tandis que quand on s'éloigne du Soleil, on arrive aux planètes géantes, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, qui, elles, on pense, ont en leur centre un noyau solide de 5 ou 10 masses terrestres, mais qui sont en masse essentiellement constituées de gaz. Donc ça, c'est l'image que l'on connaît du système solaire. Et pendant longtemps, et quand je dis longtemps, c'est vraiment très longtemps, c'est plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'années, les hommes se sont demandé s'il y avait d'autres systèmes, en particulier s'il y avait d'autres terres, parce qu'on pense toujours à nous d'abord, comme ça, autour des autres étoiles du ciel. Alors pendant longtemps, on n'a pas bien su, et on va voir qu'on en sait beaucoup plus maintenant. Une autre des questions justement qui préoccupe beaucoup les gens, les astronomes et aussi les astrobiologistes, c'est de savoir s'il existe d'autres terres et si elles sont au bon endroit autour d'autres étoiles et si elles sont au bon endroit pour abriter éventuellement de la vie. Et la question qui se pose, c'est comment détecter pour des objets qui sont extrêmement loin de nous, sachant qu'on n'ira pas dessus, comment détecter d'éventuels signes de vie. Donc je dirais que ce sont les deux axes qui motivent l'extraordinaire effort qui est fait en ce moment dans le domaine des exoplanètes. Alors on n'en est pas du tout, on est très loin encore de savoir s'il y a de la vie ailleurs, bien sûr, mais en revanche, depuis les derniers 15 ans, on a beaucoup progressé dans la connaissance des systèmes planétaires et des planètes extrasolaires. Là, je vous ai mis en fonction des années, donc là on part en 89, 95, 2010, le nombre de planètes découvertes chaque année. Donc vous voyez, 95, on va en reparler, c'était la date de la découverte de la première planète autour d'une étoile de type solaire. Il y avait quelques planètes qui avaient été trouvées avant autour de pulsars, mais autour d'étoiles analogues au Soleil, comme on dit dans notre jargon, c'est 95 qui est vraiment la date de référence. Et vous voyez qu'à partir de là, le nombre de planètes a accru quasi exponentiellement. Et là, on en est à peu près à une planète tous les 3 jours. Donc ça, comme j'ai fait ça le 17 janvier, d'ailleurs, vous pouvez aller voir le site de Jean Schneider de l'Observatoire de Paris qui alimente énormément de données sur les exoplanètes. Donc maintenant, il doit y en avoir quelques-unes de plus. Là, il n'y en avait que 2 en janvier de cette époque-là. Ce qui est intéressant, si on va regarder un petit peu plus dans le détail, c'est de regarder les méthodes. Antoine en a parlé tout à l'heure. Pour l'instant, dans la plupart des cas, on a détecté des planètes extrasolaires, mais sous forme indirecte, c'est-à-dire qu'on n'a pas vu les planètes elles-mêmes, on n'a pas vu les photons émis par la planète, on les a détectés par les effets indirects qu'elles produisent sur les étoiles. Et je vais revenir brièvement dessus. Et là, je vous ai mis en bleu, là, donc les planètes détectées par la méthode des vitesses radiales. Je vais vous expliquer ce que c'est après. Et qui a été la méthode qui a permis de détecter la première planète autour d'une étoile de type solaire. Donc vous voyez une montée très continue et
et qui vraiment va augmenter encore au cours du temps, au fur et à mesure que la base de temps de suivi augmente. Une autre méthode qui a donné des résultats très intéressants à partir de 1999 avec des télescopes au sol et à partir de 2007 avec des télescopes dans l'espace, c'est la méthode des transits. On reviendra dessus plus tard. Et en fait, ce dont on va beaucoup plus parler aujourd'hui, bien que je parlerai un tout petit peu des deux premières, c'est de la méthode qui a donné le tout petit nombre de détections, là, qui est l'imagerie directe, avec, donc vous voyez, très très peu de détections pour l'instant, mais on pense que là, de nouveau, dans les années qui viennent, la détection directe, cette fois-ci, des planètes va considérablement augmenter. Alors, je vous ai parlé des méthodes indirectes, celles qui ont le plus donné de résultats jusqu'à maintenant. Ce sont essentiellement ce qu'on appelle les variations de vitesse radiale des étoiles. Donc, on ne regarde pas la planète elle-même, on regarde simplement les effets qu'elle a sur l'étoile autour de laquelle elle tourne. Vous savez que dans le système solaire, les planètes tournent autour du Soleil. Ce qu'on sait moins, c'est qu'on dit qu'elles tournent autour du Soleil. En fait, ce n'est pas tout à fait exact. Elles tournent autour du centre de masse du Soleil et des planètes. Si je prends par exemple le Soleil et Jupiter, Jupiter tourne comme ça, quasiment autour du Soleil, le centre de masse étant tout près, et le Soleil bouge aussi un petit peu sur son orbite. Il n'a pas une orbite, il n'est pas fixe à cause de la perturbation gravitationnelle de Jupiter. Simplement, il se déplace très peu parce que Jupiter est moins massif que le Soleil. Alors, ce que la méthode des vitesses radiales fait, c'est qu'on mesure les variations de vitesse de l'étoile sous l'influence gravitationnelle de la planète. On mesure ces variations au cours du temps et ce que l'on obtient, c'est une courbe qu'on appelle courbe de vitesse radiale où on voit la vitesse de l'étoile varier selon, dans le cas le plus simple, une sinusoïde au cours du temps et la période de variation des vitesses radiales n'est autre que la période de révolution de la planète. Donc, quand on regarde les vitesses radiales des étoiles, et maintenant, il y a plusieurs milliers d'étoiles qui sont surveillées comme ceci, si on voit des petites variations, elles peuvent être dues à la présence d'une planète autour. Alors, il faut savoir évidemment que les variations de vitesse de l'étoile sont très petites, bien sûr. Et par exemple, si on prend le cas de Jupiter qui se trouve à 5 unités astronomiques du Soleil, c'est-à-dire 5 fois la distance de la Terre au Soleil, les variations engendrées sont de l'ordre de 13 mètres par seconde, c'est-à-dire très peu, sur 12 ans, qui est la période de révolution de Jupiter. Et quand on va regarder la Terre, le petit effet qu'elle produit sur les variations de vitesse du Soleil, c'est de l'ordre de 8 à 9 cm par seconde sur un an. Les variations sont plus petites parce que la Terre est nettement moins massive et 300 fois moins massive que Jupiter. Alors ceci est la méthode qui a donné jusqu'à présent le plus de résultats. On reviendra dans un instant dessus. Une autre méthode dont je vous ai parlé, donc la méthode des transits, elle consiste à surveiller des milliers d'étoiles et attendre qu'une planète passe devant l'étoile. Alors il s'agit d'une éclipse en fait. Il faut évidemment que l'orbite de la planète croise ce qu'on appelle la ligne de visée, c'est-à-dire la droite qui joint l'observateur à l'étoile. Et si on a de la chance, lorsque la planète va passer devant le disque stellaire, elle va procurer une petite éclipse. Et après, en partant, l'éclipse va évidemment s'enlever, comme une éclipse du Soleil. Et donc, si on suit l'éclat de l'étoile au cours du temps, il faut le suivre longtemps. Si une planète passe devant, on va avoir une toute petite dépression ici qui va nous indiquer qu'il y a une planète qui passe. Alors de nouveau, les effets sont tout petits. En ce qui concerne un Jupiter autour du Soleil, autour d'une étoile de type solaire, disons, à 5 unités astronomiques, la petite décroissance d'éclat est de 1%. 1%, c'est déjà pas beaucoup. Et en plus, elle se produit une fois tous les 12 ans, c'est-à-dire chaque fois qu'elle passe devant nous, et ça dure quelques heures, donc il ne faut pas les rater. Si maintenant on veut chercher des terres, des exoplanètes du type de la Terre, donc une masse de la Terre,
située à 1 unité astronomique de son étoile, la variation d'éclat est maintenant de 0,01%, donc 100 fois plus petite encore. Et alors ça, c'est extraordinairement petit et ça dure quelques minutes, cette petite éclipse. Donc, de nouveau, c'est très très difficile à observer. Mais il se trouve que ça marche et ces méthodes-là ont donné déjà énormément de résultats très intéressants. Qu'est-ce qu'elles nous enseignent? Qu'est-ce qu'elles nous donnent comme résultat? Quand on analyse les variations de vitesse radiale des étoiles, comme je vous l'ai dit, on mesure la période de la planète, donc la distance de la planète à l'étoile, et on a ce qu'on appelle une limite inférieure de la masse. Souvent à la radio, vous entendez les chercheurs ont découvert une planète de 4 masses de Jupiter par vitesse radiale. Ce n'est pas vrai, c'est simple. Ce qu'ils ont détecté en fait, c'est une planète dont la masse est au moins 4 masses de Jupiter, mais ça peut être plus en particulier. Ceci pour des raisons géométriques, en fait, liées à l'inclinaison de l'orbite de la planète par rapport à notre ligne de visée. Donc, il faut bien se rappeler que c'est toujours une limite inférieure de la masse que mesurent les vitesses radiales. Les transits, c'est quelque chose d'aussi très intéressant parce que ça donne l'inclinaison de cette orbite, puisque la planète passe devant nous, c'est que l'orbite, c'est 90 degrés, hein, donc là, on la connaît, il n'y a pas de souci. Ça nous donne la période. Et le petit rapport de variation d'éclat va nous donner, si on connaît le rayon de l'étoile, va nous donner le rayon de la planète. Donc ça commence à être des paramètres physiques assez intéressants. Si on couple les données de ce qu'on appelle la méthode des transits aux vitesses radiales, on arrive à calculer la vraie masse, cette fois-ci. Si on a la vraie masse et le rayon, on a la densité. Et ça nous donne des contraintes très, très intéressantes sur les intérieurs des planètes. Parce que quand on détecte des planètes comme ça par méthode indirecte, on ne sait pas si l'intérieur est rocheux, si l'intérieur est solide. Quand on pense qu'il est rocheux, est-ce qu'il est constitué de silicate? Est-ce qu'il est constitué de fer? Est-ce que c'est un noyau très massif ou pas? On ne peut pas le voir directement, bien sûr. Donc c'est avec ce type d'informations qu'on arrive, via des modèles, à avoir une idée des paramètres physiques des planètes. Les transits nous donnent aussi des informations sur la température des planètes, toutes ces planètes étant chaudes, hein, parce qu'elles sont près des étoiles. Et on peut, dans certains cas aussi, commencer à avoir des informations sur la composition chimique des atmosphères de ces planètes. Alors, je reviens un instant sur la première détection de planètes autour d'une étoile de type solaire. Il s'agit de 51 Pégase B, qui a été découverte à l'Observatoire de Haute-Provence en 1995 par les astronomes suisses Michel Mayor et Didier Queloz. Et cette détection a vraiment marqué un nouveau souffle, a donné vraiment du souffle aux quelques chercheurs qui cherchaient des planètes extrasolaires, parce qu'elle a montré que les planètes existaient, les planètes extrasolaires existaient, ce dont on n'était pas sûr du tout, et même beaucoup de gens doutaient, voire ricanaient un peu en disant que c'était un peu illusoire d'aller en chercher ailleurs qu'autour du Soleil. Donc elle a montré ça, et elle a montré quelque chose d'extraordinaire, je trouve, c'est que cette planète qui fait une demi-masse de Jupiter, on voit ces variations de vitesse radiale là, tourne autour de son étoile en 4 jours. Jupiter, elle tourne autour du Soleil en 12 ans. Donc ça, c'était quelque chose, c'était une formidable provocation de la nature, je dirais, parce que tous les astronomes cherchaient des Jupiters à 5 unités astronomiques, c'est-à-dire à la distance de Jupiter. On cherchait tous, tous les gens qui cherchaient des planètes loin. Pour une raison qui était un peu pratique, c'est qu'on ne connaissait que le système solaire, et dans le cas du système solaire, les planètes géantes étaient loin du Soleil, mais aussi parce que les modèles nous disent qu'on ne peut pas former de planètes de type géante, gazeuse, tout près de l'étoile, simplement parce qu'il n'y a pas assez de matière. Et du coup, cette planète-là, cette période-là a beaucoup interrogé, et 51 Pégase B, en fait, a été ce qu'on appelle maintenant un Jupiter chaud, et ça a été la première d'une classe de planètes qui a vraiment été identifiée, dont on ne soupçonnait vraiment pas l'existence. Et voilà, pour vous montrer ici, et je reviendrai après sur l'explication qui est intéressante
de la présence des planètes très proches. Toutes les planètes qui ont été détectées donc, à partir jusqu'au 17 janvier de cette année. Vous voyez ici la masse des planètes détectées en fonction de leur demi-grand axe, c'est-à-dire de leur séparation en gros à l'étoile. Ce que vous voyez, c'est que la plupart des planètes qui ont été détectées sont des planètes à petite distance. Et en fait, si je faisais un zoom ici, vous verriez que l'essentiel des planètes détectées se trouve très très près de leur étoile. On a détecté en fait beaucoup de planètes qu'on appelle des Jupiters chauds. Ce qui veut dire que le Soleil n'est peut-être pas un cas représentatif. Je dis peut-être, je ne dis pas certainement, parce que vous voyez ici, et on reviendra dessus après, on a très peu de détection. On a très peu de détection pour quand même une bonne raison, c'est que pour détecter une planète avec ces méthodes indirectes, il faut vraiment s'asseoir dessus, il faut attendre le temps d'une révolution planétaire. Donc quand on est ici, il faut attendre au moins 15 ans pour la détecter, la planète. Et après, Kepler nous dit que le carré de la période est proportionnel au cube du demi-grand axe. Donc vous voyez, plus on va aller loin, plus le temps qu'il va falloir pour arriver à détecter une planète va être très grand. Et au bout d'un moment, ça devient rédhibitoire par ces méthodes-là. Alors, un petit retour sur 51 Pégase B et sur la formation des planètes, parce que, comme je vous l'ai dit, c'est quand même une des raisons pour lesquelles on s'acharne vraiment à trouver des exoplanètes, c'est comprendre comment elles se sont formées. Donc, un tout petit retour là-dessus. Pour ce qui concerne les planètes du système solaire, et pour la plupart des planètes qui ont été détectées en vitesse radiale et en transit, on pense qu'elles se sont formées par un scénario qu'on appelle scénario d'accrétion sur un corps rocheux. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce scénario-là? On part d'un nuage moléculaire, donc un nuage de gaz et de poussière, comme je vous ai montré tout à l'heure. Ces nuages, parfois, sous l'effet de variation de densité, vont s'effondrer. Donc là, c'est des zooms successifs. Là, vous avez un nuage qui fait un cœur d'effondrement de nuage qui fait à peu près 3 années-lumière. Et dans ce cœur-là, vous allez avoir ce qu'on appelle des processus de fragmentation, c'est-à-dire que vous avez des grumeaux là, dans tout ça, le milieu n'est pas homogène, et vous allez ainsi, par cette fragmentation, fabriquer ce qu'on appelle des proto-étoiles. Ces proto-étoiles, là, vous en voyez quelques-unes, sont des espèces de sphères qui sont en rotation. Et qui dit rotation, dit que la matière, en partie, va s'installer sur un plan, un peu comme si on fait tourner une boule de pâte à pizza sur les doigts, ça va avoir tendance à s'aplatir. Là, ce qui se passe, dans le cas, c'est un petit peu ça schématiquement, vous allez avoir de la matière qui va s'installer dans le plan équatorial de l'étoile qui est ici en train de se former. Donc un mouvement d'accrétion de gaz vers l'étoile qui va ensuite pouvoir s'allumer, un mouvement du gaz en rotation ici, du gaz et de la poussière en rotation plus des jets de gaz. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on appelle la proto-étoile avec une distance caractéristique, une taille caractéristique d'à peu près 1000 unités astronomiques, donc 1000 fois la distance de la Terre au Soleil. À l'intérieur du nuage que l'on voit ici, vont se former des corps de plus en plus gros. Vous vous rappelez, on est parti de corps qui font à peu près 1 millionième de mètre. Et ces petites poussières d'un millionième de mètre vont s'agglutiner pour former des poussières de 1 cm. On va ensuite passer qui vont aussi s'agglutiner pour former des corps plus gros. Et on va arriver par une succession de collages, je dirais, et de collage et aussi d'effondrement gravitationnel à former des corps de à peu près 1 mètre de diamètre. Et on va arriver à une étape qu'on appelle ici l'étape des planétésimaux, où on a cette fois-ci des corps solides de quelques kilomètres, de 1 ou quelques kilomètres, et qui sont vraiment ce qu'on appelle les briques de base de la formation planétaire, ces corps rocheux près de l'étoile ou très glacés loin de l'étoile, vont ensuite s'agglomérer pour former près des étoiles les planètes telles qu'on les connaît, et loin des étoiles pour former les noyaux des planètes géantes, c'est-à-dire on estime qu'ils vont faire entre 5 et 10 masses terrestres. Et une fois que ces noyaux sont assez massifs, ils vont pouvoir attraper, on dit accréter, c'est du franglais je crois, mais accréter le gaz et des énormes quantités de gaz en fait dessus pour former les planètes géantes.
Donc ça, c'est la façon dont on pense que les planètes du système solaire se sont formées. Là, vous voyez le produit final avec un soleil, et puis une étoile, un soleil, disons, et puis des planètes en rotation autour. Les résidus de gaz sont dissipés, et vous avez un système comme ça, à peu près nettoyé, je dirais. Et on pense que la plupart des planètes se sont formées comme ça. Cette théorie prévoit que les planètes géantes se forment au-delà de ce qu'on appelle la ligne de glace, au-delà d'à peu près 3, 4 unités astronomiques du Soleil. Donc maintenant, 51 Pégase B et les planètes qui ont été détectées, qu'est-ce qu'elles faisaient aussi près de leur étoile? Donc ça a vraiment été une question très importante. Et ces découvertes-là observationnelles ont vraiment fait bouger et fait réfléchir nos collègues théoriciens qui ont proposé qui ont repris un scénario qui avait été évoqué avant par des théoriciens, mais qui avait été un petit peu négligé parce qu'il ne correspondait pas à ce qu'on voyait dans le cas du système solaire. Ce scénario, ça s'appelle le scénario de migration. Ce que les théoriciens avaient vu quand même, c'était que l'interaction visqueuse entre les planètes qui étaient formées et le disque pouvait faire changer la planète de son orbite et la faire spiraler en particulier vers l'étoile. C'est ce qu'on appelle la migration interne. Et c'est un scénario de migration de ce type qui expliquerait que des planètes comme 51 Pégase B se seraient formées loin de leur étoile, à quelques unités astronomiques, et par suite de l'interaction avec le disque, auraient migré tout près de l'étoile. Donc ça, je pense que c'était vraiment un résultat majeur des détections des dernières années. Alors, comme je vous l'ai dit maintenant, les méthodes indirectes, pour pouvoir détecter des planètes, doivent suivre les étoiles pendant très très longtemps, pendant de nombreuses années. Ce qui fait que quand vous regardez ici les détections qui ont été faites, quand on veut chercher des planètes loin des étoiles, on n'en trouve pas. Parce que pour l'instant, on n'a pas la base de temps nécessaire pour les détecter. Ça aussi constitue une limitation sérieuse de ces méthodes indirectes. Il nous faut des trop grandes bases de temps pour pouvoir détecter des planètes très lointaines. Donc ça, c'est une limitation. D'autres types de contraintes liées à ces méthodes indirectes, c'est qu'on est assez sensible à la géométrie du système. Je vous ai dit, pour les transits, il faut vraiment avoir la chance que la planète et l'étoile soient vraiment alignées par rapport à nous. Pour les vitesses radiales, si on a un système qui est vu par le pôle comme ça, l'étoile va bouger comme ça par rapport à l'observateur et on ne verra pas sa vitesse varier. Parce que ce qu'on mesure en fait, c'est la projection de la vitesse de l'étoile sur la ligne de visée. Donc si on est perpendiculaire, on ne voit rien. Donc des contraintes géométriques et d'orientation des systèmes assez fortes. Comme je vous l'ai dit, la méthode des vitesses radiales ne donne pas la vraie masse, mais une limite inférieure de la masse. Et c'est ce qu'on appelle les masses une indétermination de masse. Donc ça constitue des limites importantes, observationnelles, et c'est dans ces régions-là en particulier, mais pas seulement, que l'imagerie va prendre tout son intérêt. Alors, pourquoi imager donc des exoplanètes? L'identification d'une exoplanète, contrairement aux méthodes indirectes, est rapide. En gros, il suffit d'aller voir l'étoile 2 fois, et je vous le montrerai tout à l'heure, et on sait ou pas s'il y a une exoplanète autour de l'étoile, si on a la sensibilité pour la détecter. Mais une fois qu'on a vu un truc, il suffit d'aller le regarder une autre fois, et on sait si c'est une exoplanète ou pas. On n'a pas besoin d'attendre une révolution, donc on n'a pas besoin d'attendre des longues années, ou des dizaines ou des centaines d'années pour la détecter. Ceci nous permet donc d'accéder aux planètes, ce qu'on appelle les planètes à longue période, c'est-à-dire celles qui sont loin de leur étoile. On n'est pas limité par la configuration des systèmes comme on l'est dans le cas des méthodes indirectes. Et à partir du moment où on détecte les photons de la planète, à ce moment-là, on peut considérer de faire l'étude des atmosphères de ces planètes, d'aller voir vraiment ce qu'il y a dans leur atmosphère. Et ça, c'est quand même quelque chose de très important pour comprendre la physique de ces objets. Et bien sûr, à terme, cela peut permettre de rechercher des signatures de vie spectroscopiques, c'est-à-dire par l'étude de l'atmosphère,
dans ces planètes. Mais c'est difficile. Alors pourquoi est-ce que c'est difficile? Antoine en a parlé tout à l'heure. On se heurte en fait à deux problèmes. C'est que les planètes sont très peu brillantes par rapport à l'étoile autour de laquelle elles tournent, et en plus elles sont très près. Là vous voyez toujours le cas d'un Jupiter par rapport au Soleil. Le Jupiter est 100 millions de fois moins brillant que le Soleil, la Terre plusieurs milliards de fois moins brillante que le Soleil. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le problème de contraste. Et les planètes, vues dans le ciel, sont aussi très très proches de leur étoile, très très proches angulairement de leur étoile. Si on prend par exemple une étoile à 10 parsecs du Soleil, donc dans la proche banlieue du Soleil, hein, une étoile proche, la planète va être une planète de type terrestre va être à 1/10 de seconde d'angle et une Jupiter à 5/10. Alors ça vous dit peut-être pas grand-chose. Souvent, je prends l'exemple par exemple du temps où il y avait des phares sur la côte ouest de la France. Je crois qu'il n'y en a plus beaucoup. Il faut imaginer qu'on essaie de voir une poussière qui est située à peu près à 1 mètre d'un phare depuis Lyon, par exemple, ou de Grenoble, d'où je viens. Et on essaie de voir la poussière et sans être aveuglé par la lumière du phare. Alors déjà, il faut un grand télescope pour arriver à voir la lumière du phare, mais en fait, il faut enlever cette lumière et il faut voir la poussière. C'est à peu près, c'est une analogie qui n'est pas tout à fait fausse pour montrer à quel point c'est difficile de détecter vraiment les planètes. Alors, en pratique et dans la vraie vie, qu'est-ce que ça donne? J'ai repris le système solaire là comme ça et j'ai mis à l'échelle la tâche, la signature, en fait, ce qu'on voit d'une étoile observée avec un télescope de 8 mètres depuis le Chili. Donc vous voyez, on ne voit pas un petit point, hein, ce n'est pas une étoile, on voit une grosse tache comme ça, et la lumière de la planète serait complètement noyée par ce qu'on appelle la tache de l'étoile. Cette tache-là, on l'appelle la tache de cygne. Elle est due aux perturbations atmosphériques, à la perturbation des rayons lumineux émis par l'étoile à la traversée de l'atmosphère de la Terre. C'est ce dont Antoine a parlé tout à l'heure, et je reviendrai un instant dessus. Alors, la première difficulté, donc, c'est de s'affranchir des effets de l'atmosphère. Il y a deux solutions. Les télescopes spatiaux, on se met hors atmosphère. Donc ça marche bien, mais il se trouve que pour des raisons budgétaires et de complexité, les télescopes spatiaux, ils ont tendance à être plutôt plus petits en taille que les télescopes au sol pour une génération donnée, et ça nous limite les capacités d'imagerie. L'autre solution, Antoine en a parlé tout à l'heure, il s'agit de corriger de la turbulence atmosphérique, de corriger la lumière qui arrive, qui a traversé l'atmosphère, au moyen de systèmes d'optique adaptative. Donc là, j'ai repris pour l'étoile qu'on a ici observée avec un télescope de 8 mètres, sans correction d'optique adaptative, donc telle qu'elle arrive brute sur un détecteur au foyer du télescope, et après correction. J'ai gardé les échelles, hein, bien sûr. Donc vous voyez, l'effet est assez impressionnant, et on va voir après un petit peu plus dans le détail. Et ce qu'on voit ici, c'est que par exemple, là, un Jupiter, il commence au moins du point de vue de la séparation angulaire à se distinguer de l'étoile, alors que là, il était tout mélangé dans l'étoile. Une fois que ça c'est fait, donc je reprends mon étoile corrigée avec un système d'optique adaptative, la lumière de l'étoile est encore trop forte par rapport à celle de la planète pour pouvoir voir la planète. Donc il faut cacher d'une manière ou d'une autre la lumière de l'étoile. C'est ce qu'on fait avec des coronographes, et vous aurez le mois prochain un séminaire sur les coronographes par Anthony Boccaletti, je crois. Donc, l'idée, c'est de cacher la lumière de l'étoile pour pouvoir enfin voir les planètes qui sont à côté. Donc ça, c'est de la théorie. Je vais quand même vous montrer un petit peu l'optique adaptative, comment s'affranchir des effets de l'atmosphère. Donc là, dans ce schéma, vous avez un système d'optique adaptative et le front d'onde, ce qu'on appelle le front d'onde, donc le front qui est perpendiculaire aux rayons lumineux, arrivant sur le télescope après la traversée de l'atmosphère. Une fois, quand ils sont hors atmosphère, le front d'onde est ce qu'on appelle plan, les rayons sont parfaitement tous parallèles les uns aux autres. Et une fois la traversée de l'atmosphère faite, on a des signaux, un front d'onde extrêmement perturbé.
Donc l'optique adaptative consiste à analyser ces perturbations et à les corriger en temps réel par un miroir adaptatif dont Antoine a parlé tout à l'heure, qui est souvent un système avec des piézos derrière pour activer très vite une membrane qui va corriger des perturbations du front d'onde. Alors vous voyez ici un exemple ici, toujours obtenu sur un télescope de 8 mètres au Chili, d'un système observé sans correction d'optique adaptative. Et je vais l'allumer, enfin vous montrer ce qu'on voit quand on met en marche ce système d'optique adaptative. Vous voyez qu'on va découvrir des choses fort intéressantes autour de cette étoile. Ah, ben c'est pas comme ça qu'il faut que je fasse. Voilà, donc on met le système en marche, et voilà. Au lieu d'avoir une étoile, on en a 1, 2 et 3. En fait, ça, c'est un vrai système double. Et évidemment, les objets sont très près les uns des autres. Donc ça, c'est le système d'optique adaptative qu'on avait construit pour installer. C'était le premier système d'optique adaptative qui a équipé un des télescopes de 8 mètres du Chili, de l'ESO, le Very Large Telescope, et que je reviendrai après dessus, qui a donné vraiment des résultats extrêmement intéressants. Donc c'est très puissant. Alors, ces systèmes d'optique adaptative, en fait, ont été conçus dans les années, je crois, 50, enfin le principe, mais il n'y avait pas les calculateurs disponibles pour pouvoir les faire fonctionner. Donc, ils n'existaient que de manière théorique. Dans les années 70-80, ils ont été développés par les militaires, de manière à observer à travers l'atmosphère, mais dans l'autre sens par rapport à nous. Et dans les années 80, à la fin des années 80, les systèmes ont été déclassifiés et ils ont été on a pu les utiliser pour l'astronomie. Le premier système d'optique adaptative qui a été inventé pour l'astronomie a été inventé par l'ONERA, l'Observatoire de Paris, et il a été installé d'abord à l'Observatoire de Haute-Provence, c'était peut-être quand tu y étais, Antoine, et ensuite a été installé sur le télescope de 3,60 m de l'ESO au Chili, et maintenant tous les télescopes optiques au monde, les grands télescopes sont équipés de systèmes d'optique adaptative. Donc, dans les années 90, les premiers systèmes d'optique adaptative, comme je l'ai dit, ont été installés sur les télescopes de l'époque. Les plus gros étaient des télescopes de 3 ou 4 mètres, de 3,50 m souvent. Alors, avec ces systèmes-là et avec des coronographes de première génération de type LIO, comme Antoine en a parlé tout à l'heure, il n'était pas possible de détecter des planètes encore, parce que le télescope en fait était trop petit, donc là on était encore gêné par la tâche de diffraction, et les systèmes d'optique adaptative n'étaient pas encore assez puissants en fait. Donc il n'a pas été possible tout de suite dans les années 90 de détecter des planètes, mais ce qui a été détecté, ce que nous avons détecté en particulier, ce sont des disques autour des planètes, des disques de poussière qu'on appelle des disques débris en fait, qui sont là et qui nous indiquent qu'il y a probablement dans ces systèmes-là soit des planètes en cours de formation, soit des planètes déjà formées. On les appelle des disques de débris en fait parce que les poussières que l'on voit ne sont pas des poussières primordiales du nuage intermoléculaire dans lesquels elles se sont formées, mais sont des poussières qui sont formées par la collision de gros corps. Donc ça nous dit qu'il y a des gros corps de type planétésimaux. Alors on ne sait pas s'il y a des planètes ou pas, mais c'était quand même un premier pas extrêmement important vers la connaissance des systèmes planétaires. On appelle ça des systèmes planétaires en formation ou quelque chose comme ça. Certains, comme celui-là, étaient très structurés et évidemment, ou celui-ci, dont je vais reparler après tout à l'heure, c'est un disque autour de l'étoile Fomalhaut qui a été détecté par le télescope spatial. Et on voit des très belles images d'anneaux qui nous font penser que peut-être à l'intérieur de ces anneaux, il y aurait des planètes. Un autre exemple sur lequel on a beaucoup travaillé, ça c'est une image qu'on avait faite avec le télescope de 3,60 m et le premier système d'optique adaptative dessus au Chili, avec mon étudiant de l'époque, David Bouillet. Il s'agit là d'un disque de poussière. L'étoile est cachée derrière, Beta Pictoris. Dans tous les cas, les étoiles sont cachées ici, sont occultées. Et on voyait ici un disque qui était tordu et pour lequel on a proposé et on a simulé
On a montré que la torsion du disque pouvait être due à l'influence gravitationnelle d'une planète sur une orbite un petit peu inclinée. Donc on n'est pas encore aux planètes, mais on commence à s'en approcher. Alors, les années 90 toujours, comme je vous l'ai dit, les performances des systèmes d'optique adaptative et la taille des télescopes empêchaient de détecter des planètes géantes, mais elle a permis de détecter un certain nombre de naines brunes dont vous avez entendu parler tout à l'heure. Donc les naines brunes, ce sont des corps de masse supérieurs à 14 masses de Jupiter et inférieurs à peu près 70 masses de Jupiter. C'est le domaine, donc on pense qu'elles ne se sont pas formées comme des planètes et elles ne sont pas non plus des étoiles. En dessous de 70 masses de Jupiter, la concentration de masse, la densité, n'est pas suffisante pour allumer des réactions thermonucléaires au cœur des objets. Donc, les naines brunes, on appelle ça des étoiles ratées, dans le sens qu'elles ne seront jamais des étoiles, elles ne vont jamais brûler de l'hydrogène. Alors, les systèmes des années 90, soit le télescope spatial que l'on voit ici a permis de détecter des objets comme ça, des naines brunes. Vous en voyez une ici à côté de l'étoile qui est très brillante ici. Ça, c'est la détection d'une autre naine brune à côté d'une étoile observée avec le télescope de 3,60 m du Chili. Vous voyez que là, elle est très près. On a un petit peu de mal à la voir, mais elle est là quand même. Alors maintenant, je passe aux années 2000 et à la génération d'instruments que l'on utilise encore maintenant. Les années 2000, en fait, ont vu apparaître au sol les télescopes de nouvelle génération, des télescopes de la classe des 10 mètres. 8 mètres pour la communauté européenne, nous utilisons 4 télescopes de 8 mètres 20 dans le désert d'Atacama au Chili. Les Américains et les Canadiens ont 2 télescopes Gemini, un au nord, dans l'hémisphère nord, un dans l'hémisphère sud, de même taille. Les Américains ont 2 télescopes de 10 mètres dont Antoine a montré des images issues tout à l'heure, 2 télescopes de 10 mètres de diamètre. Subaru, les Japonais, un autre télescope, donc tout ça c'est à Hawaï, à 4000 mètres d'altitude. Donc ici un télescope de 8 mètres japonais et un double télescope en Arizona aussi, de grande taille. Avec ces télescopes-là, il a été possible d'améliorer considérablement nos capacités avec des techniques d'observation traditionnelles de détection, ce qu'on appelle d'imagerie à haut contraste, c'est-à-dire observer des objets très faibles tout près d'objets très brillants. Là, j'ai repris l'image que je vous ai montrée de la petite naine brune à côté de l'étoile GQ-Loop, observée avec le télescope de 3,60 m de l'ESO en 1995. Et voici le même objet observé avec un télescope de 8,20 m. Il est évidemment beaucoup plus facilement détecté. Là, il n'y a absolument pas de doute, alors que là, on aurait pu se poser des questions. Donc, à partir des années 2000 et des télescopes de 8 mètres, vraiment, là, les choses ont changé et on a pu commencer à envisager de détecter des planètes. Alors, au début, on a détecté des naines brunes, comme celle que je vous ai montrée avant, des collègues allemands. Ça, c'est une détection qu'on avait faite avec mon étudiant Gaël Chauvin, d'une naine brune, donc de 25 masses de Jupiter à 300 unités astronomiques de son étoile. Et dans ces objets-là, on commençait à pouvoir faire des spectres, donc essayer d'analyser la composition chimique de manière encore très rudimentaire de l'atmosphère de ces objets. Ici, on voit des grosses absorptions d'eau et un petit peu du monoxyde de carbone. Alors, en 1984 aussi, on a détecté, en 2004 en fait, sur des observations de 2004, on a détecté ce petit point rouge là, donc en observant une étoile jeune de quelques millions d'années, AB Pictoris, en cachant la lumière de l'étoile qui est très brillante, on a détecté ce petit signal ici, cette source, dont on a montré, suivant les modèles, qu'elle faisait à peu près 13,5 masses de Jupiter. Donc elle est pile poil à la limite entre ce qu'on appelle les planètes et les naines brunes. Mais c'était quand même... donc c'est peut-être une planète, mais elle est située extrêmement loin de l'étoile centrale, à peu près 300 unités astronomiques. Pluton est à peu près à 50 unités astronomiques du Soleil, donc beaucoup plus loin que les derniers gros objets du système solaire. Alors ça, c'était évidemment intéressant. Alors tout à l'heure, je vous ai dit
quand on détecte une planète en imagerie directe, c'est super parce qu'on n'a pas besoin de la suivre pendant tant d'années. En 2 fois, en 2 observations, on peut être sûr qu'on a une planète. Alors comment est-ce qu'on fait en fait? Quand on détecte un objet comme ça, la première fois, on ne peut pas savoir où il est. Il peut être autour de l'étoile, mais il pourrait être simplement là par coïncidence. Ça veut dire, ça pourrait être par exemple une galaxie qui est beaucoup, beaucoup plus loin et qui se trouve projetée dans le plan du ciel, parce que nous, quand on regarde le ciel, on ne le voit que par projection, et qui pourrait être là par hasard, par effet de projection. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'à partir du moment où on a ce qu'on appelle un candidat planète, on va attendre un petit peu que l'étoile se soit déplacée légèrement dans le ciel et on va réobserver. Quand je dis un petit peu, c'est quelques mois, quelquefois quelques années, mais en général, 1 an ou 2, ça suffit. Et on va refaire l'observation. Et si on voit que l'objet s'est déplacé en même temps que l'étoile, alors ça nous dit que ce n'est pas un objet de fond, que ce n'est pas une galaxie extrêmement lointaine, parce qu'elle serait restée au même endroit. Mais si la séparation reste cohérente entre l'étoile et la planète, alors on est sûr que c'est un objet qui est gravitationnellement lié à l'étoile. Donc c'est ce que ces petits schémas-là vous indiquent. Et donc en fait, en 2 fois, 2 observations, on est capable de dire si l'objet que l'on a là est physiquement lié à l'étoile ou pas. Maintenant, ce que je vais vous faire remarquer, c'est que quand on observe, on mesure sur un détecteur une quantité de photons. Combien de lumière il nous a envoyé, comme quand vous avez une lampe, vous pouvez calculer le nombre de photons qu'elle vous envoie par seconde et par unité de surface dans votre œil, par exemple. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de connaître la masse des objets. Évidemment, quand les photons, là, ils ne nous disent pas, c'est pas écrit sur les photons la masse de la planète en question. Donc, on est obligé d'utiliser des modèles qui nous donnent une correspondance entre la luminosité des objets et la masse. Donc ça, il faut aussi toujours garder en tête que les masses qu'on estime, nous, en imagerie, elles dépendent des modèles. Alors pour cet objet-là aussi, vous voyez, on a pu caractériser un petit peu son atmosphère et détecter des belles raies de CO en particulier et de l'eau. Voilà. Un autre objet qui était en fait le premier objet, c'était l'image de la première exoplanète, le premier objet de masse planétaire détecté autour d'un autre objet dans le ciel. En fait, il s'agit ici pas d'une étoile, mais d'une naine brune qu'on avait détectée aussi avec Gaël Chauvin. Et cette masse-là, ce qu'on avait vu, c'était que cet objet-là, il faisait à peu près 5 à 7 masses de Jupiter et était en orbite autour de la naine brune à peu près une 50aine d'unités astronomiques de cette naine brune. C'était le premier objet vraiment de type planétaire imagé réellement. Et on a fait la première observation en 2004 et la seconde en 2005 qui a confirmé que cet objet était bien gravitationnellement lié au corps central. Alors, voilà, ça c'est les mouvements propres. Un petit peu, mais vous voyez, ça devient difficile parce que c'est un objet qui est extrêmement faible. 5 masses de Jupiter, et même s'il est jeune, c'est quand même très très faible. Donc, quand même des signatures d'eau, mais pas de signatures plus complexes. Et alors, donc ça, c'est les 2 premiers résultats en fait qu'on avait sortis là-dessus. Et tout de suite, s'est posé la question du processus de formation de ces planètes. Et je crois que la même manière que 51 Pégase avait été un nouveau pas parce que pour la première fois, on détectait une planète extrasolaire de manière indirecte. Ce qui était vraiment très intéressant dans 51 Pégase, c'est qu'elle posait des questions sur les processus de formation. Elle posait la question de savoir qu'est-ce que faisait la planète aussi près de l'étoile. Ces planètes-là, elles posent une question aussi très intéressante au regard des processus de formation, c'est comment est-ce que ces planètes se sont formées. En fait, on pense que ces planètes n'ont pas pu se former par accrétion sur un cœur rocheux, comme les planètes dont on a parlé précédemment, détectées par méthode indirecte. Pourquoi ? Parce qu'elles sont trop loin pour que le scénario d'accrétion sur le cœur rocheux marche. Il n'y a pas assez de matériel pour former le cœur rocheux et il n'y aura pas assez de gaz de toute façon pour former la planète géante après. Donc, comment elles sont là, quoi.
Donc ça, c'est une question très intéressante qui anime encore beaucoup la communauté actuelle. Hein. Actuellement, il y a beaucoup de débats autour. Nous, on pense qu'elles se sont formées probablement par effondrement gravitationnel dans un disque, c'est-à-dire à ce stade-là, au lieu de former un corps solide, il y a des modèles qui ont été proposés dans les années 90 aussi, qui proposent qu'il y ait une formation, un effondrement carrément tout de suite du gaz, sans qu'il y ait nécessairement un cœur rocheux à l'intérieur, un effondrement du gaz qui pourrait produire de manière très rapide ces planètes. Et ça colle bien, enfin, c'est sympathique comme scénario, parce que les planètes qu'on a détectées là sont toutes autour d'étoiles jeunes, donc elles sont assez jeunes. Donc ça, c'est le scénario que nous, on préfère pour l'instant pour expliquer ces planètes détectées. Alors, je vous ai dit, pour aller encore plus loin, plus loin dans la détection, détecter plus de planètes, mais aussi s'approcher encore plus des étoiles, il a fallu développer des coronographes de nouvelle génération. Je ne vais pas entrer dans le détail là-dessus, mais il y a eu vraiment, au début des années 2000 notamment, beaucoup de réflexions, beaucoup de recherche et développement sur des coronographes de nouvelle génération, plus performants que le coronographe de LIO dont on a parlé tout à l'heure, et vous en entendrez parler le mois prochain. Et on a mis au point aussi des techniques qu'on appelle d'imagerie différentielle. Alors, je vais aller vite, mais je pourrais revenir dessus après si vous avez des questions. Ce qui nous embête, même quand on observe avec un télescope de 8 mètres, même quand on observe avec une très bonne optique adaptative, on est encore gêné par le résidu, par le halo de l'étoile. Alors, pour enlever ce halo de l'étoile, autour des années 2005, 2010, il y a eu quelques idées qui sont venues et qui ont vraiment changé les choses. Une de ces idées, c'est ce qu'on appelle l'imagerie différentielle spectrale, où on observe l'étoile, je m'excuse, c'est peut-être un petit peu technique, dans deux longueurs d'onde très très proches d'une raie qu'on attend de la planète. C'est-à-dire, par exemple, on prend une planète et ici, on pense que cette planète a une grosse raie du méthane, une grosse raie en absorption du méthane, et que l'étoile ne l'a pas. Et on observe, on fait deux images en même temps, une dans la raie du méthane, une légèrement en dehors de la raie du méthane, donc à deux longueurs d'onde légèrement différentes. Comme l'étoile n'a pas de raie du méthane, on pense que l'image de l'étoile sur la raie du méthane et juste à côté va être la même. Donc si on arrive à soustraire très proprement ces deux images, il ne restera que la signature de la planète. Donc ça, c'est une première technique qui a été proposée par René Racine, un astronome canadien, il y a un petit moment, mais qui a commencé à être mise en place à peu près dans les années 2003-2004, qui a permis de détecter des objets, mais pas vraiment de les caractériser. Mais c'est quand même une technique qui va se développer à l'avenir. L'autre technique, c'est ce qu'on appelle l'imagerie différentielle angulaire, et c'est ce que nous utilisons maintenant de manière routinière depuis 1 an ou 2 au Chili, et les collègues sur d'autres télescopes aussi. Alors là aussi, je ne vais pas m'étendre, on en reparlera après dans les questions si vous le souhaitez. Là, ce que l'on fait, c'est qu'on se débrouille pour pouvoir observer les étoiles. Et au lieu, vous savez, d'habitude, quand on observe, on essaie de garder les étoiles au même endroit dans le champ, que ça ne bouge pas. Nous, au contraire, on va faire bouger les étoiles dans le champ pour garder la pupille du télescope fixe. Et après, au moyen d'analyse de données, on arrive à enlever le halo de l'étoile d'une manière extrêmement bonne, extrêmement précise. Alors, c'est avec ces techniques-là, dont je pourrais reparler plus tard si vous voulez, que le collègue Christian Marois a pu détecter. Donc là, vous voyez, ce que vous voyez ici, c'est le résidu. Une fois qu'on a analysé les données avec cette technique d'imagerie différentielle, qui lui a permis de détecter 3 planètes, un système de 3 planètes autour de cette étoile, HR 87-99, une ici, une là, une là. Ce qui est intéressant, c'est que ces planètes font à peu près toutes une dizaine de masses de Jupiter, selon les modèles.
et qu'elles sont situées à 20, 40 à peu près et 60 unités astronomiques. Donc ça, c'était déjà extrêmement pas facile de trouver une planète à 25 unités astronomiques de son étoile. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, il faut quand même toujours avoir un petit regard critique sur tout ce qu'on fait. Les estimations que l'on fait des masses dépendent des modèles, je vous ai dit tout à l'heure, des relations masse-luminosité, et ces modèles eux-mêmes dépendent de manière cruciale de l'âge. Et ça, déterminer l'âge des étoiles, ça ne paraît pas, mais c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Et il y a eu des détections, quelques détections qui ont été annoncées de planètes dont on disait on a détecté une planète de masse 10 ou 8 masses de Jupiter. Et ça, c'était en supposant que l'étoile avait un certain âge. Et pour un certain nombre d'étoiles, on s'est aperçu que l'âge n'était pas du tout celui-là, n'était pas du tout correct. Et du coup, ce qu'on croyait être des planètes était devenu des petites étoiles. Mais il faut vraiment toujours être très, très prudent sur les valeurs que l'on trouve. Donc ça, c'est en supposant un âge de 60 millions d'années de cette étoile. La question qui se posait pour ces objets-là, c'est leur processus de formation. De même que les planètes dont j'ai parlé tout à l'heure, celles-ci sont trop loin encore de leur étoile, probablement, pour s'être formées par accrétion sur un cœur rocheux. Donc on pense que probablement elles se sont formées, comme celles dont je vous ai parlé tout à l'heure, par effondrement gravitationnel. Il y a des théoriciens qui ont essayé de dire que ces planètes ont pu se former plus près de leur étoile par accrétion sur un cœur rocheux, et après, pour des raisons diverses, de migration dans l'autre sens ou de diffusion entre les planètes, auraient pu migrer à l'extérieur, mais ce sont des scénarios qui ne tiennent pas tout à fait bien la route. Et on pense plutôt que c'est qu'elles se sont formées in situ, là, mais par un mécanisme différent. Toujours dans le même système, la B est ici. Une dernière planète a été annoncée par Christian Marois, toujours d'une dizaine de masses de Jupiter, à 15 unités astronomiques de cette étoile. Les atmosphères, on peut commencer à sonder les atmosphères. Donc vous voyez, le signal est extrêmement bruité. Là, ce sont les points que l'on a par rapport au modèle. Donc ça va permettre de contraindre mieux les modèles de ces objets. Un autre cas intéressant, c'est le système de Fomalhaut dont je vous ai montré tout à l'heure le disque obtenu par le télescope spatial. C'est peut-être un peu brillant là. Du coup, vous ne voyez rien ici, mais si on fait un petit zoom ici, merci. Vous voyez ici 2 points avec 2 époques. Et Paul Callas, un collègue, a annoncé donc fin 2008 la détection d'une planète ici qui ferait moins de 3 masses de Jupiter, qui serait un petit peu comme les satellites bergers dans les anneaux de Saturne, qui auraient été là pour creuser finalement l'anneau et le maintenir stable, l'anneau de poussière autour de l'étoile. Alors depuis, il y a eu des résultats en fin d'année dernière qui semblent un petit peu contredire ces détections. On en saura plus dans les mois qui vont venir, je pense. Mais c'était intéressant parce qu'au vu de cet anneau-là, il y avait une théoricienne en Angleterre qui avait prédit l'existence d'une planète à ces distances-là. Maintenant, savoir si c'est la bonne, je ne sais pas. Alors maintenant, un autre et un dernier cas. Donc ça, c'est des observations qu'on a faites en fait fin 2003 et qu'on a réanalysées avec des outils nouveaux il y a 2 ans. Et on s'est aperçu, on a détecté cette petite source-là lumineuse à seulement 400 millisecondes d'angle de l'étoile, donc extrêmement près. En distance projetée, on est ici à 8,5 à 8 à peu près unités astronomiques, donc en gros à la distance de Saturne ou quelque chose comme ça. Donc on est très très près de l'étoile. Et alors, comme je vous ai dit, avec un seul point, on n'était pas sûr qu'il s'agissait d'une planète liée à l'étoile. On pouvait penser que ça pouvait être un objet extragalactique très lointain qui, par malchance, se trouvait tout près de l'étoile. Bien, on avait regardé un petit peu les probabilités. On avait vu que c'était assez faible, mais on ne pouvait pas complètement l'exclure. Donc, en regardant de nouveau, on s'est mis à suivre la planète, à la regarder. En 2008, on ne l'a pas retrouvée. On a refait un cliché comme ça. On ne l'a pas retrouvée et on l'a suivie.
Et et je vais vous montrer ce qu'on a obtenu. Là, un autre truc intéressant sur cette planète, c'est que vous voyez, elle était dans l'alignement du disque de poussière. Donc c'était extrêmement tentant de se dire qu'elle appartenait au disque de poussière, qu'elle était gravitationnellement liée à l'étoile. Si tel était le cas, ce serait la planète la plus proche d'une étoile jamais observée directement. Alors donc on l'a suivie pendant plusieurs mois en fait, et voilà ce qu'on a obtenu en fin 2009. Vous voyez, avant elle était là, donc pendant quelque temps en fait elle était passée derrière l'étoile, on ne la voyait plus, et voilà, fin 2009 on l'a retrouvée ici, elle est ici à 300 à peu près millisecondes d'angle de l'étoile, à peu près à 6,5 unités astronomiques. Alors c'est extrêmement difficile de détecter quelque chose ici parce qu'on est vraiment très près de l'étoile, encore très perturbé par ce qu'on appelle les résidus du halo, les résidus de correction, les aberrations optiques, tout ce qui nous gêne, quoi. Alors maintenant, à partir des points que l'on a eus ici, on a pu, pour la première fois, effectivement, voir une planète tourner autour de son étoile. Alors on sait que la planète fait à peu près une dizaine, entre 7 et 11 masses de Jupiter, et a un demi-grand axe entre 8 et 14 unités astronomiques. Donc là, pour l'instant, on essaie de la suivre pour savoir si elle va aller plus loin ou si elle va déjà retourner derrière. Alors ce qui est très intéressant, c'est que cette planète, alors ça c'est des images qu'on vient de publier là, cette semaine, le papier a été accepté cette semaine, de la même planète imagée dans une autre bande de longueur d'onde qui nous donne une idée de sa température effective, de sa température à la surface, qui est d'à peu près 1700 degrés. C'est une planète chaude. Elle est chaude parce qu'elle est jeune, elle fait une dizaine de millions d'années. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette planète-là pourrait expliquer ce qu'on appelle le warp en anglais, c'est la torsion du disque que l'on avait observé ici sur les données obtenues au télescope de 3,60 m et que le télescope spatial avait aussi observé. Un autre fait intéressant, c'est que dans les années 90, on suivait déjà Beta Pictoris. En fait, c'est certainement une des étoiles qui a été le plus observée dans le ciel pour chercher des exoplanètes. Et dans la fin des années 80, on n'était pas capable de détecter des exoplanètes, mais on était capable d'étudier le gaz qui était autour de l'étoile. Et on avait montré avec Alfred Vidal-Madjar, qui était mon directeur de thèse à l'Institut d'astrophysique de Paris, on avait montré qu'il y avait du gaz qui tombait sur l'étoile. Et à cette époque-là, on avait proposé, pour expliquer cette chute de gaz, qu'il y avait des comètes qui s'approchaient de l'étoile et qui tombaient dessus, en fait, ou qui passaient très très près et qui s'évaporaient. Alors à cette époque-là, ça avait fait beaucoup sourire, mais ceci dit, ça fait bientôt 25 ans et personne n'a trouvé d'autres explications pour expliquer ce phénomène de chute de gaz à des grandes vitesses, plusieurs centaines de kilomètres par seconde, sur l'étoile. Et donc, dans les années 80, fin des années 80, on avait dit, on ne sait pas s'il y a des planètes sur Beta Pic, mais il doit y avoir des comètes. Après, on s'est posé la question, mais qu'est-ce qui fait tomber autant de comètes sur l'étoile ? Et la seule chose qu'on avait trouvée comme scénario, avec Alfred, avec Hervé Bust aussi, c'était que ce soit la perturbation gravitationnelle d'une planète grosse qui, quand les comètes passent devant, la précipite en fait sur l'étoile. Donc ça, c'était quelque chose qu'on avait prédit dans les années 90. Et il se trouve que cette planète, celle qu'on a observée, est au bon endroit pour pouvoir créer des phénomènes comme ceci. Un dernier point, c'est que en 81, en fait, Beta Pictoris était utilisé comme ce qu'on appelle standard photométrique parce qu'on pensait que c'était une étoile très calme et tout, donc on l'utilisait comme standard. On se disait, ça nous donne un niveau de référence qui ne bouge pas. Et en fait, il y avait une très petite éclipse, variation de lumière, peut-être un transit, qui avait été observé autour de cette étoile-là en 1981. Alors, pour l'instant, avec les données qu'on a, il se pourrait que la planète-là qu'on a vue soit responsable de cette éclipse de 81, et il faut qu'on attende encore un peu pour en être sûr ou pas. La probabilité pour qu'il y ait une éclipse d'une étoile avec une planète à 10 unités astronomiques de l'étoile est extraordinairement faible. C'est vraiment, si c'est ça, c'est vraiment très étonnant, mais c'est possible.
Alors l'intérêt, pourquoi Betapic Tauris b, notre petite planète là, est-elle si intéressante? D'abord, elle nous montre, comme le système a une dizaine de millions d'années, que les planètes géantes peuvent se former extrêmement rapidement. Quelques millions d'années, moins de 10 millions d'années, les Alpes, par exemple, se sont formées en beaucoup plus de temps que ça. 10 millions d'années à l'échelle astronomique, c'est vraiment très très peu. C'est la seule planète pour l'instant, parce qu'elle est près de l'étoile, c'est la seule planète imagée en imagerie directe qui aurait pu se former par accrétion sur un cœur solide, comme Jupiter ou Saturne dans le système solaire. Donc, à ce titre-là, on va bien sûr l'étudier beaucoup pour tester les relations masse-luminosité et aussi peut-être aussi pour, si elle était responsable de l'éclipse de 81, pour pouvoir sonder l'intérieur d'une planète géante comme Saturne ou Jupiter. Voilà, donc là je vous ai fait la liste, enfin un petit schéma montrant toutes les planètes détectées. Celle-là en fait n'est plus une planète, comme je vous ai dit tout à l'heure que quand on révisait les âges des étoiles, il y avait des planètes qui disparaissaient en fait, qui remontaient en masse. Celle-ci, elle a disparu. Mais toutes les autres, là, pour l'instant, restent à l'état de planète. Donc, vous voyez, on en a encore très peu, mais les choses se précipitent bien. Depuis 2008, les choses se sont précipitées. Les détections, là, vous voyez, là, c'est dans un domaine ici, distance, masse, distance à l'étoile de la planète et masse. Donc, tout ce qui est en dessous, ce sont de cette ligne-là, de la limite naine brune planète. Ce sont des planètes, là ce sont des naines brunes, là ce sont des étoiles. Donc beaucoup de naines brunes détectées en imagerie directe et encore peu de planètes pour l'instant. Et ce que l'on veut faire maintenant dans l'avenir, c'est détecter des objets moins massifs, descendre dans la masse des planètes. Là pour l'instant on en est à quelques masses de Jupiter. On voudrait trouver des objets moins massifs et on voudrait aussi trouver des objets plus près. Donc c'est ce qui m'amène à mes derniers transparents sur le futur de l'imagerie des exoplanètes, le futur proche. L'année prochaine et dans 2 ou 3 ans, nous aurons 2 instruments majeurs pour détecter les planètes. L'un, c'est l'instrument Sphère qui est construit actuellement par un consortium français, allemand, hollandais, italien, qui va être le successeur de l'instrument qu'on a utilisé jusqu'à présent sur le VLT et qui lui va être vraiment dédié à la détection des planètes. Donc ça va être une optique adaptative encore plus performante que celle qu'on a actuellement, beaucoup plus performante, un instrument beaucoup plus stable qui, on l'espère, va vraiment nous permettre de détecter des dizaines de planètes géantes. Le même instrument en compétition très directe sur le télescope Gemini Sud par nos collègues canadiens et américains. Le télescope spatial JWST, successeur du télescope Hubble, donc un télescope de 6,50 m, tous les deux donc, vont nous permettre de faire des images et d'analyser par spectroscopie un nombre, on l'espère, grand de planètes géantes. Ensuite, le futur au-delà de ça, ce sera, on l'espère, avec les Extremely Large Telescopes, les successeurs des télescopes de la classe des 10 mètres que l'on a actuellement. Les Américains travaillent sur un projet de télescope de 30 mètres. Les Européens travaillent sur un projet de télescope de 42 mètres, qu'on appelle donc l'ELT, qui pourrait voir le jour si les financements sont là en 2020 à peu près. Et avec des télescopes de cette taille-là, on peut imaginer de faire l'imagerie et la spectroscopie de super-Terre, c'est-à-dire d'objets de quelques masses terrestres. Qui dit imagerie et spectroscopie dit peut-être commencer à voir si on peut trouver des signes de vie un jour. Et après, plus tard, ce sera la génération peut-être des télescopes multi-ouverture, comme celui-ci conçu par Antoine, de flottilles de télescopes dans l'espace qui permettront vraiment d'aller chercher des signatures de vie sur d'autres planètes. Là, je ne sais pas à quelle échéance c'est, mais c'est au-delà de 2020 certainement. Voilà, mais je vous remercie, je vais m'arrêter là.